le vice-premier ministre en charge des transports, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonsoir. Bonsoir. Et vous aviez dit que vous allez accuser certains acteurs. Est-ce d'actualité, oui ou non? Je peux vous confirmer, effectivement, que c'est d'actualité. Et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit accusation, on dit preuve. La dernière fois, vous aviez avancé certains faits que vous n'aviez pas démontrés. Vous nous donniez rendez-vous à une date ultérieure. Aujourd'hui, vous allez accuser ou vous accuser et aller prouver ce que vous dites? Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. J'accuse. J'accuse, vous faisiez, en le disant, référence à Émile Zola. C'était en 1898. Il écrivait au président de la France, à l'issue du verdict d'un procès, Dreyfus dit verdict antisémite. Aujourd'hui, vous dites que vous accusez l'ancien président de la République, l'ancien gouverneur du Katanga et certains responsables de la SENCO. Quelles sont les preuves que vous amenez sur la table? Parce que ces accusations sont graves. Et pourquoi est-ce que toutes les accusations que vous portez ou qui sont portées, le président l'a fait avant, ne sont pas suivies d'action judiciaire? D'abord, revenons sur l'accusation. Vous les accusez de quoi? J'accuse ces 3 groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse des tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Et je vais aller individu par individu. Et je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Cela n'a jamais été démontré. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus. Depuis 18 ans, enfin, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt que à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur
donc du père de Hippolyte Kanambé, s'appelait Monsieur Arthur et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président Mobutu? C'est à ce moment-là que les troupes rwandaises prennent le contrôle, pas simplement de l'armée, des services de sécurité là-dessus et des grandes structures de l'État. En fait, on est dans une phase de colonisation par le Rwanda de la RDC. Laurent Désiré Kabila sent de plus en plus, au niveau de la population quinoise surtout, et de la population congolaise, un rejet de l'armée rwandaise. Et c'est comme ça qu'il prend la décision, à un moment donné, de demander à l'armée rwandaise de quitter le pays. Et une bonne partie des militaires quittent. Mais James Kabarebe avait infiltré déjà notre armée, avec des militaires rwandais là-dessus. Dans toute l'armée, il avait, en tant que chef d'état-major général, pris le contrôle de l'armée et infiltré, pour un meilleur contrôle, l'ensemble de notre armée. Et lorsqu'il quitte avec une bonne partie des troupes, mais il laisse une armée qui est infiltrée. Mais lorsqu'il quitte, son aide de camp, lui, ne quitte pas, il reste parce qu'ils ont été malins de pouvoir faire croire à la population que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais ceux qui étaient autour de Laurent Désiré Kabila pouvaient, eux, ne pas le savoir. Comment il arrive à faire en sorte que, face à l'armée rwandaise qui attaque la RDC, ce soit Joseph Kabila qui soit désigné comme président de la République? Mais dans la planification, Laurent Désiré Kabila, dès le départ, ne devait pas être le chef de l'État. En fait, il s'est autoproclamé et a surpris ses alliés à Lubumbashi. Mais les Rwandais avaient déjà positionné leurs agents et soldats de l'armée à ses côtés et ont voulu faire croire à la population que c'était le fils. Donc, lorsqu'ils assassinent le président Laurent Désiré Kabila, c'est là qu'ils propulsent leur agent de l'armée rwandaise, chef de l'État. Sa mission, il y avait 4 objectifs dans sa mission. Premièrement, c'était de continuer à désarticuler l'armée, les forces armées congolaises. Et d'ailleurs, lorsque vous verrez dans tout le 18 ans qui s'est passé, et lorsque vous entendez parler qu'il y avait les attaques du CNDP d'abord, du M23 ensuite, tout ça, ce n'était qu'une mascarade en fait. C'était un prétexte qui était organisé par le Rwanda pour ensuite, d'après les attaques, venir toujours avec des compromissions, avec des accords. Des accords qui demandaient l'intégration de ces forces rebelles, soi-disant, une fois CNDP, une fois M23, au sein de l'armée donc congolaise. C'était qu'une manœuvre, une ruse là-dessus. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en 7 mois. La RDC a payé 66 millions de dollars par mois. Absolument. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. C'est ça qu'a coûté, je veux dire, à la République. Et ça veut dire, multiplié par 18, ça vous fait 15 milliards de dollars. Et quand Félix Tshisekedi arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est là, maintenant, la raison pour laquelle on cherche la tête de notre président. Lui a dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. 66 millions de dollars par mois. Lui a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on lui fait la guerre. On lui fait la guerre à notre pays. L'objectif, dans tous ces objectifs qu'il était en train de mettre en place, c'était également la balkanisation du pays. C'est ce que son chef
le commandant suprême de l'armée de Hippolyte Kagame, lequel lui appartient, c'était également organiser la balkanisation du pays. Mais là, il n'a pas réussi, parce qu'il s'est trouvé face à un peuple qui veut rester uni et qui ne veut pas être divisé. Qu'il est aujourd'hui, ce peuple? Non, ce peuple ne veut pas être divisé. Que le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont maintenant envahis par les troupes rwandaises, vous interrogez les populations là-bas, ça ne les intéresse pas. Elles rejettent cette armée. Et vous voyez l'action des Wazalendo, courageux, dont je veux rendre hommage, sont en train de défendre leurs terres. Mais aujourd'hui, vous dites, j'accuse Joseph Kabila de vouloir... Et d'autres. Qu'est-ce qu'a fait Joseph Kabila? Quelle preuve avez-vous récente de l'action de Joseph Kabila pour déstabiliser la République et s'en prendre à la personnalité du président de la République? Alors, ce que je voudrais continuer à dire, c'est que l'objectif également, le quatrième objectif, c'était de pouvoir coloniser notre pays et rendre ce peuple dans un état d'esclavage. Le contrôle total, organiser le pillage. S'il fallait tuer, on tue. S'il fallait massacrer, on massacre. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces personnes qui ont été assassinées, lorsqu'on parle de Tchebeya, de Ndala, lorsqu'on parle de Rossi, de Mukendi, de Thérèse Kapangala, lorsqu'on parle de certains officiers qui ont voulu s'opposer à un moment donné, Baouma, lorsqu'on parle du général Baouma, le général également Mbouza Mabé, le général Mamadou Ndala, là-dessus. On les a tués. Lorsque un peuple se levait, comme le peuple du Congo, en 2007 du Congo central, c'est 800 personnes qui ont été massacrées parce qu'ils ont voulu se lever contre ce régime. Je ne vous parle pas de la marche de Tingi Tingi au début, où on parle de 200 000 morts, Hutus, massacrés. Ne parlons pas au niveau de Mbandaka. Donc c'est un régime qui a commis des massacres. À Maluku, il y a plus de 4 fosses communes. Monsieur Bemba, ça c'est l'histoire. J'espère que justice passera. Plus récemment, vous accusez Joseph Kabila de vouloir tuer Félix Tshisekedi. Avant ça, je l'ai déjà dit lors de mes meetings, les Mobondo. Nous avons des Mobondo qui sont arrêtés et qui ont parlé. Et que lorsque les procès viendront, ils vont parler. Que disent-ils? Ils ont dit qu'ils étaient armés par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait, en envoyant de l'argent au niveau des Wazalendo, du côté d'Ouvira par exemple, où c'était montré l'argent qu'il a envoyé pour pouvoir les tourner. Donc, cet effet au niveau des Mobondo, l'idée était de créer une insurrection au niveau de la capitale. Ce qui se passe, quand je disais qu'il finance, qu'il est le patron qui finance le M23 et l'AFC. AFD, c'est la France. Oui, c'est l'AFC. Mais maintenant, qui est celui qui réunit? Qui est celui qui est là-dessus, au niveau de Goma? Les financements par Joseph Kabila ont été démontrés, prouvés? Mais bien sûr. Mais le dernier en date, qui a envoyé au niveau de Ouvira, chez des Wazalendo, $200 000? Mais vous avez vu comment les vidéos. La première chose qu'il a fait en arrivant à Goma, c'est d'aller dans le camp militaire pour voir où était la formation des militaires que lui finançait pour pouvoir être formé. C'est la première chose le lendemain de son arrivée. Donc Joseph Kabila veut prendre le pouvoir par la force ou en veut directement à la tête du président Tshisekedi? D'abord, il en veut à la tête du président Tshisekedi parce qu'en fait, dans la tête de Hippolyte Kagame, et certainement de l'armée où il est issu, c'est de penser que parce qu'ils ont chassé le président Mobutu, la RDC est devenue leur butin de guerre. C'est ça la philosophie qu'ils ont. Et ils ne conçoivent pas aujourd'hui, ils ne comprennent pas aujourd'hui que ce pays appartient aux Congolais. Et qu'il y a eu un homme, qui s'est levé, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dit halte à tout ça. La RDC ne continuera pas à être une colonie et les habitants ne sont plus les esclaves du régime rwandais. Quand je dis que Hippolyte Kagame est un agent envoyé, laissé dans l'histoire de ce pays par l'armée rwandaise, dont le chef, le commandant suprême est M. Kagame, cette mission est celle-là. Et si aujourd'hui, il revient sur le terrain, c'est parce que son chef, son commandant suprême, Paul Kagame, lui a dit « Moi, je ne pourrais certainement plus rester
dans le pays avec les accords que nous sommes en train de signer, c'est à toi maintenant que je donne ordre de pouvoir retourner là-bas et faire ce qu'il y a à faire. Mais ils doivent comprendre, à qui il y a Hippolyte Kanambé. Ils doivent comprendre que si la population n'était pas informée, mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État, là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après l'AFDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamere, je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Kitundu, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambé sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamere, Léonard Kitundu, Évariste Bochab, Aubin Minakou et autres. Il faudrait leur poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila. C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle était assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambé, devenu Joseph Kabila Kanambé? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Alors tous ces indices et toutes ces preuves doivent éveiller aujourd'hui la population et dire une chose. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambé, alias Joseph Kabila, là-dessus, doivent cesser. Le Congo aux Congolais. Vous avez parlé ça doit être très clair là-dessus. Très bien le compris. Congo aux Congolais. Vous avez parlé de Joseph Kabila, vous avez parlé de Moïse Katumbi. Que vient-il faire là-dedans? Alors, Moïse Katumbi. Et on attend les preuves, monsieur. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI, sortir des faux listings et être diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs de la SENCO. Vous nous avez dit que vous alliez nous donner des preuves. Aujourd'hui, Vous les avez? La CENI, le site de la CENI. Et je vous invite ensuite à aller à la CENI et poser la question. Le jour du vote, la CENI a été attaquée. Et ça, les informaticiens, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois. Attaqué plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information de cette tentative, bien sûr, j'ai informé le chef de l'État et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois.
sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là, là-dessus. Et je vais vous dire plus que ça, sans vous citer les noms. Les preuves que cela vient de Moïse Katumbi aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que le renseignement, moi, quand on me le donne, on le cite, nommément. Et vous avez réussi à monter sur la base des renseignements qu'on vous donne bien sûr. À sa personne. Bien sûr. Puisque ceux à qui il a demandé, c'est ceux qui sont venus de le dire. Et qui sont ceux-là? Ça, je ne vais pas vous donner le nom. Lui-même, il le sait. Il le sait. Mais demandez si oui ou non, le site n'a pas été attaqué plus de 3400 fois. Et peut-être encore, je suis dans les chiffres, c'était le chiffre que j'ai pu obtenir au lendemain des élections, mais certainement que ça a pu encore continuer, mais c'est de cet ordre de grandeur. L'idée était de pouvoir rentrer, changer les chiffres à l'intérieur des votes, imprimer un faux listing de résultats et le donner à des acteurs, à certains acteurs de la Senco pour diffuser et dire voilà les vrais résultats, immédiatement après le vote. Malheureusement, ils n'ont pas pu pénétrer et sortir les listings là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont confirmé par la suite que les chiffres qui sont sortis de l'élection présidentielle correspondent à ce que eux auraient également eu. Voilà, ça c'est le début. L'obsession, être omnibulé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Vous avez entendu parler certainement de cet aéroport qui se trouvait à je me trompe pas. Puerto, non, c'est au niveau de Moulongo, je pense. Ça s'appelait Moulongo, oui. Moulondé. C'est à Moulondé. C'était, oui. L'aéroport qu'il a voulu. Oui, mais c'est un aéroport qui était parvenu à monter à 1800 mètres, avec 50 mètres plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130, qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12, qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Moulondé et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je ne rentrerai pas dans le détail judiciaire. D'abord, c'est une faute pénale. Vous ne pouvez pas construire un aéroport sans avoir l'autorisation de l'AAC. Oui, mais il a dit qu'il en a construit, il a rétabli beaucoup d'autres choses. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a toute une manipulation de faux également. Lorsqu'il a appris ça, il a essayé de se rattraper après coup en envoyant une lettre pour informer l'AAC, pas pour demander l'autorisation, mais pire que ça. Au moment donc où le service de sécurité prenne le contrôle de l'aéroport, on met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir au service de sécurité? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, on n'a jamais vu ces images? Ces images, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac pour pouvoir rejoindre la Zambie. Donc vous avez la preuve aussi pour Moïse Katumbi. Et je vous le dis. Certains responsables de la Senco, vous dites aussi. Certains responsables de la Senco. Alors ça, c'est une grande déception. Parce que l'église doit être au milieu du village. Mais ce que certains acteurs, je n'ai pas dit tous les acteurs, certains acteurs. Vous ne pouvez pas citer. Je vais citer certaines preuves. OK. Sont en train de mener, c'est d'abord, ça a commencé par des discours de haine et d'incitation. Si vous regardez certaines, vous écoutez certaines homélies, des incitations au soulèvement. Je l'ai même dénoncé lorsque je suis venu la dernière fois chez vous. Ça a été fait à dessein. L'idée, le plan, et je vais vous dire pourquoi, je vais arriver au pourquoi, mais le plan était de pouvoir créer un soulèvement populaire en incitant à travers les homélies, régulièrement, les discours et les communiqués de la Senco, un soulèvement au niveau de la population. C'était ça l'objectif. Pourquoi la Senco ferait cela? Pourquoi je vais y arriver? Je vous parle du cheminement. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés là-dessus. Et ils ont essayé ensuite, avec Moïse Katumbi, au niveau des élections de 2023. Ça n'a pas marché.
La guerre est en train d'arriver là-dessus. Ils espéraient certainement que la guerre allait vite se passer pour se débarrasser du président de la République. Ça n'arrive pas. Avant que j'arrive maintenant à leur plan actuel. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Tout ça, ils vont dire, c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, et là je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date, je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 020 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois 300 dollars, ça vous fait 1 milliard 800 000 dollars de revenus. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement? Attendez, je vais y arriver. Donc ça, c'est pour uniquement l'école primaire, attention. Ça fait non, oui, pour l'école primaire et secondaire. Parce que la gratuité n'est pas pour l'école secondaire. Oui, primaire et secondaire. Je divise même par 2. 1 milliard 800 000, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Donc les catholiques seraient contre le président parce qu'il leur ferait perdre de l'argent au bénéfice des populations. Je suis persuadé de ça. Monsieur Lusakone, la dernière fois que vous m'avez interviewé, je vous ai dit que le président de la République avait remis à chaque évêché 1 million de dollars pour pouvoir aider dans leur évêché à mener des actions sociales en faveur de la population. J'avais même rajouté, il serait intéressant qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Eh bien, je peux vous annoncer qu'une audit a été réalisée par l'Inspection générale des finances. J'ai lu le rapport. Je peux vous dire que ce rapport est accablant. Plusieurs évêchés ont mal utilisé ces fonds. Je demande au secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Chollet, de demander à l'IGF de pouvoir publier ce rapport. Comme ça, nous allons voir si la bonne gouvernance, effectivement, a été de mise au niveau de la gestion de ces fonds. Parce que, je le dis, si on veut donner des leçons de morale aux autres, on doit être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir. Doit venir. Vous avez dit que vous citerez des noms. Je vais citer des noms et je vais citer des exemples là-dessus. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer
l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prise pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la SENCO? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir serait avec Et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ces points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord, c'est chasser le président de la République. Oui, et c'est d'appuyer lui-même, c'est d'appuyer l'action de ce que ces personnes de la SENCO, que j'ai appelées les politiciens en robe, veulent présenter en le soutenant, parce qu'ils savent que lorsque tout le monde va se retrouver autour de la table, tout le monde va se mettre d'accord à travers le jeu de l'ensemble pour dire « Monsieur, nous donnons la porte », comme l'a dit le cardinal en face d'une organisation de l'organisation catholique, nous sommes en train de chercher une porte de sortie honorable. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le sais, mais j'ai des preuves. Est-ce que ce que vous pensez ou ce que vous dites, c'est aussi ce que pense le président Tshisekedi? Alors là, c'est pour ça qu'il ne le reçoit pas? Ah ben alors là, je veux dire que ce que je dis n'engage que moi là-dessus, et il vous a posé la question au président Tshisekedi. Ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda. Contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Et c'est celui qui est en train d'arracher cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Parce qu'il y a eu d'autres peuples dans le monde, je ne parle pas du peuple, qui ont connu également cet état d'esclavage, jusqu'au moment où ils ont été libérés par un homme que vous connaissez le nom, Moïse. Je ne veux pas comparer ce qui est comparable, mais je vous dis que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous allez rigoler de ce que je veux dire, mais il est en train de jouer un rôle important dans l'extraction de ce pays entre les mains du régime rwandais. Pourquoi Hippolyte Kanambe n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tu contre l'agression rwandaise? C'est toutes les questions. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême, qui était Paul Kagame, pendant les 18 ans. J'espère que vous avez les preuves, parce que ce que vous dites maintenant est officiel. J'espère que vous avez les preuves de tout ce que vous annonciez. Retour à une émission où vous accusiez déjà, notamment Moïse Katumbi, en 2023. Vous disiez que vous n'aviez pas de ressentiment contre Joseph Kabila. Mais je n'en ai pas. Moi, je parle du pays. Est-ce que... Je ne parle que du pays. Certains se posent la question... Et ça aurait été quelqu'un d'autre, nous avons condamné avant qu'il soit visible. Maintenant, je le disais, les gens rigolaient, disaient, Bemba dit n'importe quoi, il n'a pas de preuves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Goma est au Congo, disent-ils. Donc, vous voulez me dire maintenant que ceux qui agressent la RDC, si vous étiez Congolais, jamais vous n'avez condamné, au contraire, vous les avez compris. Vous êtes là-bas sous la protection de qui? Du Rwanda, c'est clair. Non, du Rwanda, c'est clair. Oui, mais du Rwanda, des forces rwandaises, lequel il appartient. Bon.
Attendez, vous croyez que n'importe qui peut aller là-bas, passer par Kigali, être escorté par des forces spéciales rwandaises et pour arriver à Goma et circuler là-bas sous la protection des forces rwandaises? Vous croyez que tout le monde peut se permettre de le faire? Demain, on parle de dialogue. Martin Fayulu propose que ce soit avec les religieux de l'ECC Senko. Vous participeriez à ce dialogue? Mais je sais ce que c'est que certains acteurs de Senko veulent chercher. C'est à travers justement ce que eux ils appellent leur dernière tentative, c'est de mettre en place ce dialogue pour qu'à l'intérieur, une dynamique se mette en place pour pouvoir évincer le président. Mais le président a été élu à près de 74%. Par la majorité, je veux dire, des Congolais. Nous n'allons pas... C'est un président qui est légitime, qui a été élu démocratiquement. Donc vous n'êtes pas d'une dynamique de dialogue? Je ne serai pas, je veux dire, dans une dynamique dont je sais, par les renseignements que j'ai, et j'ai la conviction, et j'ai toutes les preuves, que ce qu'on cherche simplement, c'est de pouvoir évincer le président qui a été élu démocratiquement. Lorsque certains acteurs de la Senko passent par Kigali, obtient au lendemain de la visite que le président leur a donnée, à leur demande, ils se rendent directement à Kigali dans les jours qui ont suivi. Donc ils avaient l'adresse de Kigali apparemment bien avant. Ils vont ensuite à Goma, ils sont escortés à Goma, ils font des photos avec les terroristes. À 3 kilomètres de l'endroit où ils ont fait les photos, il y avait des camps un des camps des déplacés. Est-ce que vous croyez qu'ils ont même pris la peine en tant qu'homme d'église, pour dire, allons ne fût-ce que rendre visite et peut-être même prier avec ces déplacés. Ils ont fait 250 km de Kigali pour arriver à Goma, mais ils n'ont pas pu faire 3 km pour aller compatir avec ces déplacés. Qui souffrent par qui? À cause de qui? À cause des terroristes, lesquels ils ont pris la peine de prendre des photos et de rigoler lorsqu'ils prenaient la photo. Est-ce que ça, ce n'est pas triste pour notre pays, pour notre peuple? Et est-ce que vous savez qui a pris rendez-vous chez le président Macron? Bien sûr, ils diront que ce n'est pas vrai. Pour nos fameux hommes politiques en robe. C'est qui? Président Kagame. C'est président Kagame qui a pris rendez-vous auprès du président Macron pour recevoir... Pour qu'il soit reçu. Ça, vous avez la preuve. Ce qu'on appelle les renseignements, oui. Monsieur Jean-Pierre Mbama, merci beaucoup de nous avoir accordé cette longue interview, plus d'1 heure et demie, qui sera sûrement suivie de réactions et d'autres émissions, sûrement. Quid de la justice? Vous avez des renseignements, vous avez des preuves. Si rien n'est fait du côté de la justice, que doit-on penser? Coup d'épée dans l'eau, annonce... Vous savez qu'il y a une question que des juristes devraient se poser. Lorsque un président prête serment sous un faux nom, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce que cette élection ou cette prestation de serment peut-elle être annulée? Vous parlez de Joseph Kabila. Je parle de Hippolyte Kanambe. Né Hippolyte Kanambe. Si demain dialogue... Professeur Ngoï Moukena fabrique une identité. Si demain dialogue il y a autre que Senko, parce que dialogue, le président ou tout le monde semble dire que l'issue à la crise viendra dans des pourparlers entre Congolais et avec le Rwanda. Toutes les personnes que vous accusez aujourd'hui auraient voix au chapitre? Ben, écoutez, d'abord, c'est pas moi qui vais l'organiser, je pense que c'est au niveau du chef de l'État. Vous y participerez? Et si le chef de l'État, je veux dire, pense que c'est la formule qui doit permettre de revenir à la paix. Et vous vous retrouverez face à Joseph Kabila, à Moïse Katumbi et à la Senko? Mais ça, je ne peux pas préempter de qui sera là-dessus, mais ce que nous recherchons, c'est la paix. Et si la paix doit passer par un dialogue, elle passera par un dialogue. Vous étiez hier... Mais un vrai dialogue, pas un complot contre le chef de l'État et contre les institutions. Vous étiez hier président du MLC Mouvement Rebelle. Hier, on vous appelait rebelle, aujourd'hui, vous les appelez terroristes. Quelle est la différence entre ces deux positions, sachant que dans la com des uns et des autres, l'objectif était le même? Alors, là vous faites, une bonne question, mais vous faites une erreur, je vais l'expliquer. Le président Tshisekedi qu'il combatte
chef de l'État est un président élu, démocratiquement. Lorsque j'avais pas besoin, je suis issu d'une famille qui n'avait pas besoin de le faire. J'étais dans les affaires. Mais j'ai été révolté lorsque, en chassant le président Mobutu, ce qui arrivait après, et je crois que tout le monde a compris aujourd'hui, c'était une colonisation de notre pays par le Rwanda. Lorsque vous avez un chef d'état-major qui est rwandais, ce qui vous montre bien, et qui est la colonne vertébrale du pays, ça vous montre que ce pays est entre les mains des Rwandais. Moi, j'ai combattu, pas un régime démocratiquement élu, j'ai combattu la présence, l'invasion, l'appropriation de notre pays par le Rwanda, par les forces rwandaises. C'est ça que j'ai combattu. Et c'est ça la différence. Eux, ils combattent un président démocratiquement élu. Je n'ai pas combattu un président démocratiquement élu. J'ai combattu la présence rwandaise dans notre pays. Et c'est ça la différence qu'il faut retenir. Avec l'appui de l'Ouganda, qui aujourd'hui aussi est cité dans cette expansion rwandaise, quel conseil pour terminer, ou quel message envoyer à ceux que vous qualifiez de terroristes aujourd'hui, vous qui avez travaillé avec? Ce que moi je peux leur dire, vraiment profondément, la voie qu'ils prennent, ça l'amènera nulle part. C'est la voie de l'asservissement. Qu'ils arrêtent, qu'ils quittent, qu'ils coupent le cordon ombilical s'ils le peuvent avec ces forces étrangères. S'ils sont véritablement des Congolais et qu'ils se considèrent en âme, en conscience, en esprit congolais, qu'ils rejoignent l'unité de ce pays, l'unité de ce peuple là-dessus. Et que toutes ces velléités qui visent à déstabiliser, à balkaniser le pays, que ça cesse. Vous étiez, vous, hier rebelle? Est-ce que vous le regrettez? Ou est-ce que vous regrettez à un moment donné d'avoir combattu en alliance avec des forces étrangères? Attention, lorsque j'ai eu le soutien de l'Ouganda, c'était très clair. C'était pour la formation de nos hommes là-dessus. Rien que ça. Et c'était pas pour signer des accords pour dire je vends le pays. D'ailleurs, nous avons remis plus de 20 054 hommes lors de la réunification. Ce qui montre bien que ce sont les Congolais qui combattaient. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que grâce au combat que nous avons mené, nous avons pu rétablir la démocratie en passant par le processus de Lusaka et de Sun City. Rappelez-vous, le régime de la FDL avait supprimé tous les partis politiques. Il n'existait plus de partis politiques. Les libertés, je veux dire, individuelles n'existaient plus. Nous avons parvenu à remettre en place une constitution dans notre pays qui n'existait pas. Cette constitution qui a été signée à travers le 1+4, là-dessus. Nous avons permis de réunifier l'armée, les services de sécurité, l'administration. Et nous avons permis par ça également à obtenir des élections en 2006, par la suite, dont j'avais gagné, parce que je vais revenir là-dessus. Lorsque les élections ont lieu et que je gagne à 53,7%, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kagame appelle ses amis en Europe, aux États-Unis, et lui dit il n'est pas question que Bemba soit président. Si Bemba est président, la guerre va continuer. Et la décision se prend à l'étranger, je ne citerai pas les pays, j'écrirai peut-être un jour, où on appelle l'abbé Malou Malou à l'étranger, dans une capitale, et on lui dit vous ne pouvez pas proclamer Jean-Pierre Bemba. En 2011, c'est le même scénario qui recommence. Monsieur Kagame s'oppose parce qu'il juge qu'il est imprévisible. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, j'ai dit. Étienne Tshisekedi est imprévisible et qui ne veut pas d'Étienne Tshisekedi au pouvoir en RDC. Et les résultats que vous connaissez sortent en faveur de l'agent rwandais au service de l'armée rwandaise. Vous connaissez la fortune qui m'a été donnée par un chef d'État de la région qui connaît bien Hippolyte Kanambe. Et ce n'est pas des moindres. La fortune de Hippolyte Kanambe est de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars américains.
Rencontre inattendue, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Vous l'avez appris comment? Vous avez été surpris? Par la voie de la presse, hein. Je pense que j'avais appris qu'il avait fait la demande de pouvoir rencontrer le chef de l'État. Je crois qu'en tant que père de la nation, j'ai appris qu'ensuite le porte-parole du président de la République avait confirmé le président de la République était prêt à recevoir Monsieur Fayulu. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous n'étiez au courant de rien avant, comme certains disent, que si Tina Salama, la porte-parole du président, a répondu si rapidement, c'est parce qu'il y avait peut-être accord déjà conclu? En tout cas, là, je suis pas au courant. C'est vrai, moi, je n'étais pas au courant d'une volonté de pouvoir rencontrer le président de la République. Est-ce qu'on doit se dire, ou est-ce que vous vous dites, peut-être que les cartes de la majorité se redessinent? En tout cas, je n'ai pas d'indication à ce sujet. Je n'ai pas cherché non plus, mais je n'ai pas d'indication à ce sujet. Vous êtes partenaire du président de la République, qui vous a bien touché un mot? Non, parce que je veux dire, là-dessus, on a eu à lire ce qui a été dit dans le communiqué, et puis je n'ai pas cherché non plus l'information, en fait. Certains disent, tort ou raison, je sais pas, Martin Fayulu, peut-être que s'il rallie un camp, c'est peut-être pour être Premier ministre. Ça, il y a que lui, à mon avis, il y a que lui qui peut répondre à cette question. Il n'y a pas que lui, vous êtes MLC partenaire à l'Union Sacrée, lui, il n'a pas de troupe à l'Assemblée nationale pour être investi Premier ministre. Il faudra que des députés... Mais la Constitution, elle est claire, il faut lire la Constitution. Oui, mais est-ce que le MLC, si le Premier ministre, je veux dire, est issu de la majorité, je veux dire, au niveau de l'Assemblée nationale, là-dessus. Est-ce que votre parti voterait ou investirait un gouvernement dirigé par Martin Fayulu aujourd'hui? Le problème, c'est d'abord, nous, on investit et on soutient un Premier ministre qui sera désigné par le président de la République et qui appartient, je veux dire, à la majorité au niveau du Parlement. Vous parlez de la majorité. Nous soutenons l'Union sacrée. Voilà, oui, mais il n'est pas de l'Union sacrée. Lui, oui, mais alors, ça, il faut lui poser la question, comment... Monsieur Fayulu, si c'est lui qui veut devenir Premier ministre. Voilà. Non, j'ai pas dit qu'il veut, j'ai dit certains le disent. Mais écoutez, alors là, non, vraiment, si on doit faire oui, mais des supputations... Vous, du MLC, si le président vous le demandez, vous serez d'accord? Non, je pense qu'il y a des règles là-dessus. Maintenant, si le Premier ministre, le président de la République, je pense qu'avant de prendre une décision, il consulte également d'abord, et puis il sait que le Premier ministre, selon la Constitution, doit être issu, je veux dire, de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Une Union sacrée qui se réunit plus. Vous étiez 5-6 membres du Présidium. Non, l'Union sacrée... Non, vous étiez 5-6 avant, vous êtes une trentaine maintenant. Non, mais ça c'est au niveau du Présidium. Oui. Mais l'Union sacrée, je veux dire, ce sont c'est tous les, si on parle au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, c'est quand même tous les partis réunis. Je veux dire, c'est une majorité est-ce que vous pouvez quand même nous dire de plus de 450 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ça marche toujours? Non, ça marche. C'est le vrai, ça marche. un véritable moteur politique. Permanent. Il y a également, je veux dire, un Présidium qui a été élargi. Je crois que ce n'est pas plus mauvais. Le choix que le président de la République et l'autorité, je veux dire, morale de l'Union sacrée, a fait en sorte qu'il y ait une plus grande participation au niveau du Présidium. Ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui va aider certainement à consolider et à unifier l'Union sacrée. Régulièrement, le président de la République fait appel et parle avec tous les membres de l'Union sacrée là-dessus, de tous les partis, et donc l'Union sacrée est une réalité, oui. Alors, beaucoup se posent la question, le gouvernement... Au fait, oui, madame, ça se passe bien avec madame Judith Suminwa? Oui, pourquoi il y a... Non, parce qu'il y en a qui disent que peut-être que la forte personnalité de Jean-Pierre Bemba ne s'accommoderait pas de... On s'entend, mais alors je vous dis très bien. Ouais. Mais elle était d'abord ministre du Plan. Oui. Et nommée d'État, ministre d'État au Plan. Oui, vous étiez déjà vice-premier ministre au-dessus d'elle. Mais non, ça c'est je veux non, dire. C'est une question, hein. mais oui, mais vos questions, je me fais rire parce que quand vous parlez de au-dessus, c'est simplement un problème, je veux dire, de préséance. Mais c'est pas ça. Elle est première ministre aujourd'hui, et je veux dire que j'en entends très bien. Tout va bien au gouvernement. Mais bien sûr. Entre tout le monde. Je pense aussi, oui. Récemment, bon, il n'y a pas de problème avec le ministre des Finances, tout est réglé, parce que certains se plaignaient peut-être de la difficulté de pouvoir obtenir certains financements. Mais ça, c'est normal, parce que je veux dire, une grande partie de ce qui est prévu dans le budget, qui était prévu dans le budget pour certains ministères, pour tous les ministères, ont été amputés simplement parce que on nous impose une guerre et que faire la guerre, ça coûte cher. On parle de la guerre, solution. Et alors, je ne me veux pas mettre à la place du ministre des Finances, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui doit faire des arbitrages avec la première ministre, le ministre du budget, le président de la République régulièrement, et ça doit être un casse-tête, à mon avis, pour lui. Aujourd'hui que Nord Kivu et Sud Kivu sont occupés, oui. Ce budget militaire semble avoir baissé quelque peu. Mais est-ce que l'on peut dire que l'on dépense autant qu'au moment où on voulait garder les villes? On continue le financement pour
reconquérir ces villes ou on est plus vers la solution diplomatique aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, de toute façon, il y a une solution qui est diplomatique qui est menée au niveau du chef de l'État. Et je pense quand même que des succès ont été engrangés par la politique qui a été voulue par le chef de l'État, exécutée par la Mineta aux Affaires étrangères, qui a fait un travail extraordinaire là-dessus, au niveau diplomatique. Je pense que là, la place aujourd'hui, c'est de retrouver, je veux dire, la paix par ces moyens, je veux dire, diplomatiques. Mais ça n'empêche pas qu'on doit se préparer, parce que lorsque nous voyons l'activité des troupes rwandaises sur le terrain, fait en sorte qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Et ce qui fait que oui, il y a encore des dépenses certainement supplémentaires qui sont engrangées pour pouvoir faire face si il s'avérait que les troupes rwandaises soient encore guidées par l'idée de chercher à recoloniser, je veux dire, la RDC. Vous avez lancé, l'armée avait lancé un programme de mobilisation des jeunes. Vous avez tenu des meetings publics pour ce faire. C'est quoi le bilan de cette opération? Non, l'idée en fait, c'était en tant qu'acteur politique, c'est de mobiliser la population et d'expliquer à la population la nécessité pour les jeunes de pouvoir intégrer l'armée, parce que l'armée, il faut régulièrement la rajeunir là-dessus. Et c'était simplement ce rôle-là, je veux dire, de mobilisation politique pour faire prendre confiance à la jeunesse que nous devons absolument, parce qu'on nous impose la guerre, dont nous devons nous mobiliser. C'était pour aider, et c'est pour aider, je veux dire, les FARDC, l'état-major général, qui a envoyé des avions dans tous les aéroports, dans tous les endroits où il y a eu cette volonté de la jeunesse d'être recrutée. Et je peux dire que bon, ça continue toujours, ce n'est pas arrêté. C'est pas parce qu'on ne bouge plus à l'intérieur du pays que ça n'a pas pris. Ça a pris, et nous suivons encore là-dessus. Il y a des villes encore qui réclament les avions régulièrement, et l'état-major général envoie des avions régulièrement à l'intérieur du pays, des camions pour aller chercher les recrues là-dessus. Donc le chef de l'État a voulu, je veux dire, de pouvoir faire monter en puissance notre armée, et ça passe également par le recrutement, la formation, je veux dire, des troupes. En plus également avec l'acquisition, je veux dire, également de matériel. Quels ont été vos succès en tant que VPM de la Défense? On attendait beaucoup de vous. Oui, je pense qu'on a effectué des réformes, notamment aujourd'hui, je ne dirais pas le nombre, mais on était parvenu à pouvoir identifier exactement le nombre de militaires qui se trouvent dans les FARDC. Ils sont combien? Mais ça, je ne vous donnerai pas le nombre, ce sont les secrets défense, mais je peux vous dire qu'il y a une plus grande clarté au niveau des unités, des troupes. Je pense également aussi qu'un grand effort avait été mis dans la transparence de la gestion au niveau des finances, parce que tout était centralisé au niveau des banques, et tout allait directement dans les unités au niveau des besoins des unités. Ce qu'il y a au niveau des opérations, d'abord le ministre de la Défense n'est pas le commandant des opérations, vous avez le commandant suprême. D'abord, le commandant suprême, c'est lui, en temps de guerre, qui est le patron de l'armée. Ensuite, il travaille directement avec, au niveau des opérations, au niveau du chef d'état-major général, lui qui est avec ses adjoints, les différentes forces également. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça la ligne de commandement. Le ministre de la Défense est là pour pouvoir gérer l'administration au niveau de la défense là-dessus. Mais ce que je dois vous dire, et ça, ce n'est pas un secret, c'est que, et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'infiltration. Et ça, je pourrais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé dans l'armée toutes ces dernières années là-dessus, et ces infiltrations et ces trahisons au niveau des opérations ont fait en sorte que, d'abord, ça a été voulu, j'expliquerai tout à l'heure si vous voulez, mais qu'en plus de ça, ça a fait du mal au niveau de notre armée. On a une armée à ce point gangrénée? Je vous l'expliquerai si vous le voulez tout à l'heure. C'est une armée, effectivement, qui avait été gangrénée, et ça a été voulu par l'ancien régime.